Et si on pouvait protéger son conjoint tout en préservant l'héritage de ses enfants, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup de familles. Aujourd'hui, on va décortiquer une solution à la fois puissante et assez peu connue qui se cache au cœur de l'assurance vie française. Tout commence souvent par ce dilemme. On veut à tout prix assurer l'avenir et la sécurité financière de la personne qui reste. Mais en même temps, on pense à la suite, à la transmission vers la génération suivante. Et on a vite l'impression qu'il va falloir faire un choix, presque un sacrifice. En général, les options sur la table ont chacune leurs gros inconvénients. Soit le conjoint reçoit tout, et là, les enfants doivent attendre, parfois très longtemps, et leur héritage peut même fondre comme neige au soleil. Soit ce sont les enfants qui héritent directement, et dans ce cas, le conjoint peut se retrouver dans une situation financière vraiment compliquée. Heureusement, il existe une troisième voie. Alors voici le programme. On part du dilemme, puis on va décortiquer la solution, le démembrement. On verra ensuite pourquoi c'est si intéressant fiscalement. Et pour que tout soit bien clair, on se penchera sur un cas pratique, chiffré. On terminera bien sûr avec les précautions à prendre, c'est essentiel. Le problème, on l'a bien compris, c'est une question d'équilibre entre protéger le présent et préparer l'avenir. Et c'est justement là que l'assurance vie, avec cette fameuse troisième voie, propose une solution vraiment élégante. La clé de tout ça, c'est un concept qui peut paraître un peu barbare, le démembrement. En fait, c'est assez simple, imaginez une maison. Une personne a le droit de vivre dedans, de l'utiliser comme elle veut. C'est l'usufruitier. Et une autre personne est propriétaire des murs, mais ne peut pas y toucher pour l'instant. C'est le nu propriétaire. Eh bien, cette stratégie, c'est exactement ça, mais appliquée à de l'argent. Allez, on regarde ça de plus près. Comment est-ce qu'on applique ce principe de propriété divisée à un contrat d'assurance ? D'un côté, on a l'usufruitier. Dans notre cas, c'est généralement le conjoint qui survit. Concrètement, ça veut dire qu'il ou elle va recevoir l'argent et avoir le droit de s'en servir. Le dépenser, le placer, en toucher les intérêts, bref, il a une protection financière immédiate et totale. Et de l'autre côté, on a les nus propriétaires. Typiquement les enfants. Si on reprend notre image de la maison, ils possèdent les murs du capital. Ils en sont les propriétaires en titre, c'est une certitude pour eux, mais ils devront attendre la fin de l'usufruit, donc le décès du conjoint, pour pouvoir en disposer librement. Juste un petit point de vocabulaire, mais il est important. Quand on parle d'argent, le terme juridique exact, c'est quasi-usufruit. Pourquoi quasi ? Parce que l'argent, par nature, ça se dépense, ça se consomme. Ce mot vient donc juste confirmer et renforcer le droit de l'usufruitier d'utiliser les fonds comme bon lui semble. Ce tableau résume parfaitement la situation. L'usufruitier, le conjoint, utilise l'argent. Mais en contrepartie, ça crée une sorte de dette vis-à-vis des nus propriétaires, les enfants. C'est ce qu'on appelle la créance de restitution. En clair, au décès du conjoint, les enfants auront le droit de récupérer sur sa succession la somme qui avait été versée au départ. Bon, et maintenant, le clou du spectacle. Car au-delà de l'équilibre familial, cette structure est aussi une formidable machine à optimiser la fiscalité. Alors voilà le secret de l'avantage fiscal. Premièrement, le conjoint survivant en tant qu'usufruitier est totalement exonéré de droits de succession. C'est la loi. Deuxièmement, et c'est là que c'est très fort, les enfants ne sont pas taxés sur la totalité du capital. Non, ils sont taxés uniquement sur la valeur de ce qu'ils reçoivent, c'est-à-dire la nue propriété. Et comment on calcule cette valeur ? Eh bien c'est très simple, il y a un barème fiscal officiel pour ça. Tout est basé sur l'âge de l'usufruitier au moment où il reçoit le capital. Et c'est assez logique. Plus il est âgé, plus la valeur de la nue propriété est importante, et donc plus la base taxable pour les enfants augmente. Normal, leur attente théorique est plus courte. Attention, il faut bien avoir en tête qu'en assurance vie, il y a deux fiscalités différentes selon l'âge auquel l'argent a été versé. Pour les sommes versées avant les 70 ans de l'assuré, c'est le régime en or, un gros abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Pour les versements faits après 70 ans, l'avantage est beaucoup plus limité, avec un petit abattement de 30 500 € à partager entre tout le monde. Bon, à ces théories, on va rendre tout ça très concret. Rien de tel qu'un exemple chiffré pour voir l'impact réel de cette stratégie. Prenons un scénario. Un capital de 500 000 € au total. La moitié a été versée avant 70 ans, l'autre moitié après. Les bénéficiaires sont le conjoint qui devient usufruitier à 95 ans et 3 enfants qui sont nus propriétaires. Vu l'âge du conjoint, la valeur de la nue propriété est fixée à 90%. D'abord, la première poche, celle versée avant 70 ans. On a 250 000 €. La part taxable pour les enfants, c'est 90%, soit 225 000 €. Là-dessus, on applique le super abattement de 152 500 €. Il reste donc 72 500 € à taxer à 20%, ce qui nous fait un impôt total de 14 499 € pour cette partie. Maintenant, la deuxième poche, versée après 70 ans. La base taxable est la même, 225 000 €. Sauf que là, on applique les abattements classiques de la succession, soit 100 000 € par enfant. Comme ils sont 3, leur part est bien en dessous de leur abattement personnel.
Résultat des courses, 0 € d'impôt. Et maintenant, le chiffre qui tue. Si on n'avait pas utilisé le démembrement et que les enfants avaient touché directement un capital du même ordre, la facture fiscale aurait pu grimper à plus de 89 500 €. L'économie est juste énorme. Ce graphique illustre parfaitement la différence. C'est visuel, c'est immédiat. On voit bien la chute spectaculaire de l'impôt grâce à cette stratégie. Il n'y a pas photo. Bon, on a vu que c'est une stratégie très puissante, mais, et c'est un grand mais, ça ne s'improvise pas. Il faut vraiment faire les choses dans les règles de l'art pour éviter les déconvenues. Alors, quelques points de vigilance. D'abord, la rédaction de la clause bénéficiaire. C'est de la haute couture juridique, ça doit être parfait. Ensuite, il faut être conscient que l'usufruitier a le droit de tout dépenser. La créance des enfants pourrait alors porter sur une succession vide. C'est un risque. Évidemment, ce montage suppose une bonne entente familiale. Et enfin, le conseil de bon sens, il faut se faire accompagner par un pro, un notaire ou un conseiller spécialisé pour tout sécuriser. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette idée d'équilibre. C'est un outil qui permet de protéger le conjoint survivant, de lui donner une vraie sécurité financière, sans pour autant déshériter les enfants. C'est ça la force du démembrement. C'est sans aucun doute une solution élégante et fiscalement très efficace. Mais la vraie question, au fond, c'est de savoir si elle correspond à l'histoire et aux objectifs de chaque famille. Parce que la transmission, ça reste avant tout une décision très personnelle.